Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode. C'est l'épisode combien? Je pense que c'est l'épisode 102, mais oui. Mais je suis sûr. Oui, on a fait le 100 il y a 2 semaines. On est bien, 102. Ça avance tellement. Je ne veux plus casser cette chaîne de podcast là. Je suis tellement lancé. Tout à l'heure, au début de la semaine, je me suis dit, est-ce que je vais continuer est-ce que je vais pas prendre une semaine de pause dans le podcast, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas pris de pause. Et puis je me suis dit, allez, vas-y. Tant qu'à faire, je vois que les écoutes sont là, je vois que les gens sont toujours réactifs, donc c'est que ça plaît potentiellement. Donc pourquoi s'en priver? Moi j'aime bien le faire, c'est juste que des fois c'est vrai qu'il y a un petit manque d'inspiration, ça peut arriver, mais là j'ai retrouvé du contenu. On va faire un format un petit peu différent aujourd'hui, parce que je veux vous apporter, et j'ai lu, j'ai échangé avec des gens sur certains points sur le podcast, et j'ai envie d'aller plus profondément sur certains sujets, des sujets un peu plus spécifiques. Et on va pas analyser aujourd'hui des articles de presse, on va analyser une interview. En fait, c'est une vidéo YouTube d'un YouTuber très 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 connu aux États-Unis. Vous allez voir, on va parler aujourd'hui de la perte de gras au niveau du ventre. Je l'ai peut-être mis dans le titre du podcast. On va parler de la perte de gras au niveau du ventre. C'est ce que la plupart des gens veulent perdre, et la plupart des gens ne savent pas comment le perdre, ou alors écoutent des bêtises. J'ai tapé sur internet comment perdre le gras du ventre, etc. Je suis tombé sur tous les articles possibles de la presse française. Aucun article n'est pertinent. Catastrophique. Je trouve que le fitness en France, c'est catastrophique. Je suis désolé. Je trouve qu'il y a peu d'analyse scientifique, je trouve que c'est toujours des on-dit, c'est un pauvre médecin par-ci par-là qui a aucun background spécifique qui va te dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, ou alors ils nous disent qu'il faut manger tel type de vitamines, faire tel petit exo, etc. Je trouve ça pourri. Quand on regarde quand on survole le sujet, je suis persuadé qu'il y a des gens très qualifiés si on creuse un peu, mais ce que je veux dire, c'est pour le grand public, je trouve qu'il y a peu d'informations, je trouve que c'est vraiment pas top, et je sais qu'aux États-Unis, honnêtement, ils sont en avance, quoi qu'on en dise. Oui, la majorité des Américains sont en surpoids, mais je peux vous dire que ceux qui sont dans le domaine du fitness sont largement en avance sur la France. De toute façon, c'est assez simple. C'est tous les coachs que vous voyez en France, tous les diététiciens, etc. Une grande partie s'inspire de ce qui se passe aux États-Unis, des recherches américaines, de tout ce qui teste là-bas, et on l'applique en France, mais pour plein de domaines. Donc on va pas échapper à la règle. Ils sont en avance. Ils font des recherches, ils sont beaucoup plus calés. Toutes les formations qu'on a en France, nous, elles sont traduites de l'américain sur plein de trucs. Donc, on va aller chercher l'information directement à la source. On va arrêter de passer par des articles écrits par des bouffons. On va passer à l'action. On va être droit au but. Vous allez le voir, c'est un super gars que je vous inviterai à suivre sur YouTube. Il s'appelle Jérémy Etier, E-T-H-I-E-R. J'en ai déjà parlé, je pense, dans des vidéos vite fait, mais c'est un gars, il a 6,36 millions d'abonnés. Bon, c'est une source sûre, c'est pas le Thibaut InShape, si tu veux, des États-Unis. On parle de science-based, donc de choses basées sur la science. On parle pas de Thibaut InShape qui fait des vidéos react sur quelqu'un qui fait du caca, d'accord? Là, on est dans un niveau de fitness plus élevé. C'est vrai qu'avec autant de millions d'abonnés, on pourrait se dire, ouais, il doit faire du Thibaut InShape. Et non, on peut faire des contenus très intéressants et avoir des millions d'abonnés. C'est un peu le cas en France. Il y en a un seul qui est très connu, c'est Nassim Saïli, potentiellement, qui fait du bon contenu, qui fait pas du contenu buzz. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on est assez limité en France. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune culture du fitness et qu'on en a rien à foutre. Globalement, on veut juste se divertir, et du coup, voilà. Après, on s'étonne qu'on n'ait pas de physique. Donc voilà pour ça. Bref, on va passer rapidement sur ça, parce que c'est une super vidéo. Alors, elle est en anglais. Je vais mettre des extraits, on va l'étudier ensemble, je vais vous la traduire en même temps. J'ai essayé de la traduire via des intelligences artificielles, mais c'est extrêmement galère, j'ai pas réussi. Donc, si vous comprenez anglais, vous allez comprendre, et sinon je vous traduirai ce qui est dit, parce que c'est une super vidéo. C'est super intéressant. Le mec, il a invité 5 scientists, donc scientifiques, à participer sur sa vidéo, sur quelles sont les choses réellement pour perdre le gras du ventre, donc c'est super important. Avant ça, petit journal de bord vite fait. Je suis encore à Bangkok au moment où j'enregistre ça. On est vendredi 15 mars. Je vais rester encore une semaine. Je vais quitter Bangkok à la fin, donc le 23 mars, pour aller sans doute au Vietnam, parce que j'ai plus de visa. Parce que j'ai plus de visa, donc je dois partir. Et ensuite, je vais revenir, logiquement. Donc voilà, par rapport à ce petit journal de bord. Pareil, je vous ferai un épisode complet sur Bangkok, parce que c'est une ville un peu de dingo, donc je préfère attendre un peu, avoir du recul. Là, ça va un peu mieux, mais au début, j'ai vraiment eu du mal à m'adapter ici. Je trouve que c'est trop extrême,
c'est fatigant. Ça m'a vraiment fatigué cette ville. J'ai fait plein de trucs, bon voilà, mais bref, je vous en reparlerai. Pour le coup, j'ai bu de l'alcool depuis que je suis arrivé. En fait, depuis que je suis arrivé à Bangkok, ça fait 10 jours, j'ai bu de l'alcool 3 fois. Avec des quantités honnêtes, on va dire. Pas un verre, ni 10, mais honnêtes, c'est-à-dire peut-être 5. Donc ça a été assez compliqué, je m'en suis rendu compte parce que du coup j'avais moins envie de m'entraîner derrière, je suis sorti et tout ça. Un peu plus compliqué pour les entraînements, cette semaine je vais m'entraîner que... Alors je me suis entraîné 3 fois, je me suis entraîné lundi, mardi, mercredi. Hier je me suis pas entraîné parce que j'ai quasiment fait nuit blanche, je vous passe les détails. Et je vais me rentraîner aujourd'hui, séance jambes, vendredi, et demain logiquement je ferai un haut du corps. Donc en gros ça fera un push-pull-leg en début de semaine et un haut du corps, bas du corps pour essayer de m'entraîner 5 fois, ça serait bien. Pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir pris du ventre, justement, on va en parler, mais j'ai l'impression que je suis en train de sécher. Pourquoi ? Parce que je mange moins, c'est ma stratégie. Je mange que 2 repas dans la journée à peine. Avant, quand j'étais en condition normale, moi je fais 3 repas avec un bon petit déj et un snack. Aujourd'hui, je fais des fois un repas le midi, enfin un repas genre à 11h et un repas le soir, ou alors un petit déj vraiment léger, plus 2 repas, mais c'est assez léger aussi. Parce qu'en fait ici les quantités elles sont assez petites, il fait très chaud et du coup en fait on mange pas tant que ça. Du coup le seul point, c'est comme pour ceux qui feront le ramadan si vous écoutez ça, c'est au moins d'optimiser votre apport en protéines. Donc moi je prends 1 ou 2 shakers de protéines par jour, ce qui équivaut à 60 grammes de protéines. Donc voilà, je prends ça, plus j'ai au moins une source de protéines animales, de viande. En général, allez, on va dire 30 grammes. Donc en général, je suis au minimum, allez, à 100 grammes, 90-100 grammes, parce qu'il y a aussi des protéines dans d'autres trucs que ce que je prends. Donc au moins 100 grammes de protéines minimum par jour. Même si en calories, je pense que je suis assez bas des fois. Mais bon, c'est pas très grave. Pas d'objectif spécialement de prise de masse, mais au moins, je limite la casse et surtout, je veux pas perdre du muscle potentiellement. Ça serait le risque si vous êtes en déficit. J'ai des élèves qui font le ramadan. Parce que je leur ai dit, maximise ton apport en protéines, parce que sans ça, tu vas être dans la merde. Tu vas perdre du poids rapidement pendant le mois de Ramadan, mais tu vas peut-être perdre du muscle, et du coup c'est un peu chiant. Nous, ce qu'on veut, c'est privilégier la perte de gras. Donc voilà, optimiser votre apport en protéines, c'est tout le temps hyper important, et je crois qu'ils vont en parler d'ailleurs dans la vidéo qu'on va voir ensemble. Donc voilà. Et anecdote de voyage, je vous ferai un prochain podcast. Alors la semaine prochaine, je serai... je sais pas où je serai, parce que vendredi, normalement j'enregistre le vendredi mes podcasts, mais logiquement je serai dans l'avion, quelque part dans un autre pays. Donc je sais pas quand est-ce que j'enregistrerai le prochain podcast. Est-ce que je ferai une semaine de pause, on verra, ou est-ce que j'enregistrerai le samedi au calme quand je serai au Vietnam, logiquement. On verra, l'avenir nous le dira. Vous allez vite comprendre que moi je fais tout à la semaine, c'est très pratique. Demain je suis censé changer de logement, c'est pareil, j'ai même pas réservé, donc je sais pas où je vais être. Mais voilà, c'est la vie qu'on veut mener, c'est la vie où on en a plus rien à foutre, et voilà. Je rigole, mais j'aime bien comme ça des fois aussi, ça laisse place à l'imprévu, puis je suis très flexible sur comme ça, je peux aller où je veux quand je veux. Bref, on s'en fiche, place à comment vraiment perdre le gras du ventre. Et d'ailleurs sur la dernière partie, je vous ai pas dit, il y aura un petit témoignage d'Alexandra, mon élève, qui a perdu 8 kilos en 60 jours. Et je peux vous dire qu'elle en a perdu du gras aussi au niveau du ventre, forcément. Et on va voir aussi, globalement pas de surprise, elle va vous expliquer ce qu'on a mis en place. Mais ça va reprendre à mon avis aussi, ce qu'on va voir dans la vidéo. Tout de suite. Pardon. Donc vous allez m'entendre et vous allez aussi entendre un peu l'arrière-plan. Mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a 2 types de belly fat. Donc belly fat, c'est le mot qu'il va utiliser très souvent, c'est la graisse viscérale. Enfin, t'as la graisse du ventre, belly fat, pardon, et t'as la graisse viscérale, qui sont 2 choses un petit peu différentes. Il y a des gens qui potentiellement ont énormément de graisse viscérale, mais qui n'ont pas l'air très gros, et pour autant, c'est extrêmement dangereux. Pour le coup, c'est la graisse la plus dangereuse. Et c'est pour ça que ce gars a fait une vidéo et il va interviewer 5 scientists, scientifiques. Le premier en fait qui va interviewer, c'est un gars qui est scientifique, ça vous avez compris. Il s'appelle Lane quoi ? Hop, je vais regarder sur sa vidéo. Lane Norton. Et c'est un scientist, coach, elite powerlifter, PhD nutritional science. Quelqu'un d'assez calé. Et il va nous expliquer la chose la plus importante. So why is stored belly fat so difficult to lose? Once again, we don't know the exact scientific explanation for that, but it may have something to do with the tissue being a little bit more metabolically active than other forms of stored body fat. Now, the real question is there any way around that? Well, yes, kind of. Sadly, even though we'd like to think if we do a bunch of crunches and work the area where the fat is stored, it will preferentially target that fat, there is no evidence to support that idea.
En gros, là, ce qu'il nous dit, c'est que même si on aimerait effectivement que faire des crunchs, faire des exercices au niveau du ventre, ça puisse brûler le gras du ventre, malheureusement, il nous le rappelle, vous le savez dans le podcast, ça ne marche pas. Première chose importante, ne faites pas de crunch d'abdos. Je pense que si on faisait une étude scientifique en France, on poserait la question, enfin une étude, pas scientifique mais une étude, je pense que la grande majorité des Français pensent encore que faire des crunchs va éliminer le gras du ventre. Je pense, parce que quand je vois le nombre de personnes qui en font, je pense réellement, pas que des crunchs, mais même la planche, ouais, genre un ventre plus plat, etc. Je pense que c'est des mythes qui sont liés aussi aux acteurs du fitness en France, qui sont complètement malhonnêtes, qu'on se le dise, pour faire des vues sur leurs vidéos YouTube, sur leurs posts Instagram. Continuez à vous mettre des exercices pour brûler le gras du ventre. Maintenant, vous le savez, auditeurs du podcast, aucun exercice ne fait perdre le gras du ventre. Voilà. Moi aussi, je le croyais, je vous rassure. On y a tous cru. Il y a plein de choses qu'on a cru. On va voir ensemble s'il y a peut-être d'autres choses qu'on a cru. Yeah, and it's unlikely that would make a difference overall. Now, there is research showing that exercise can reduce visceral fat without actually causing weight loss. So it is a good idea to exercise in general, but specific exercises are not going to target preferentially belly fat per se. I know people don't want to hear this. The real key to losing belly fat is just getting into a caloric deficit consistently and doing it for long enough. Now the most effective... Bon, en gros, c'est ce qu'il nous dit. La façon la plus intéressante, ce n'est pas de faire des crunchs. L'exercice en tant que tel, même s'il ne fait pas perdre du gras en tant que tel, mais faire de l'exercice peut vous aider à réduire votre gras viscéral. Et il nous dit aussi que, vous l'avez compris dans le podcast, je n'invente rien encore une fois, le déficit calorique suffisamment longtemps va vous faire perdre la graisse viscérale. Simple, basique. Il y a encore beaucoup de gens, mais même des élèves à moi, ils disent j'arrive pas à perdre du gras, etc. Oui, t'es pas en déficit calorique, tu contrôles pas ton alimentation. Tu manges trop de calories. C'est important de le garder en tête. The calorie deficit Lane talked about is by modifying your diet. That's where our next expert comes in, Alan Aragoff. Alan is one of the world's top nutrition researchers and educators with over 30 years of success in the field. He recommends first, find out roughly how many calories you're eating a day. Next, find out how many calories you should be eating to lose fat, which you can do by using the free calculator at... Alors, là il interviewe un deuxième scientifique. Il nous dit donc, encore une fois, il faut voir combien de calories vous consommez pour maintenir votre poids et combien de calories vous devez consommer pour perdre votre poids. Et ensuite, le gars nous fait sa pub pour son calculateur de calories. Je vous rassure, j'ai aussi développé le mien en français, donc vous pouvez y aller. Calculateur de calories, il est dans ma bio sur Instagram. Là, je l'ai remis en accès libre, donc allez-y. Vous pouvez le tester, vous pouvez, juste quand vous l'utilisez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si le résultat est en dessous de 1400 calories, globalement, n'allez pas en dessous. Même si vous dit 900, c'est que globalement, vous n'êtes pas assez actif ou active, mais n'essayez pas d'aller en dessous. Pas cohérent, en tout cas sur le moyen long terme. Donc en dessous de 1400-1500 calories, peu importe votre gabarit, vous allez taper dans votre... vous n'allez pas avoir suffisamment de calories rien que pour faire fonctionner votre métabolisme, donc c'est pas suffisant, donc voilà. Soyez plus actifs ou actifs, mais c'est tout. Then simply try to close that gap over time with most of your foods coming from the following sources. You have to be eating foods that you like and look forward to. People have an idea of what their 20 favorite foods are. That's honestly that's what they should be eating. That's what they should be eating. And people freak out when they hear that, but hey man, if you love the foods that you're eating, you're gonna stick to your diet. It helps. Si tu aimes les aliments que tu manges tous les jours, tu vas tenir ta diète. Hyper important, je l'ai redit 15 fois, mais là j'aime bien comme il le dit. Gardez les aliments que vous aimez, même en perte de poids. Arrêtez de passer en mode régime. À chaque fois, c'est la même chose, c'est ouais, je vais passer en mode régime. Déjà, n'utilisez plus ce terme, je l'ai dit plusieurs fois, mais je pense pas que ce soit cohérent. Au niveau mindset, bien. Un régime, ça veut rien dire. En français ou en anglais, ça veut rien dire. Un régime, c'est un régime alimentaire. On a tous un régime alimentaire. On n'est pas au régime. On a utilisé ce terme-là. Bref. Donc voilà, gardez les aliments que vous aimez. Ça va évoluer au fur et à mesure. Évidemment, vous n'avez pas que 20 aliments, par exemple. Vous n'avez pas 20 aliments qui sont mauvais. Je ne pense pas. Et en gros, il nous dit qu'il faut avoir conscience des groupes alimentaires, on va dire. Et il faut essayer de choisir des aliments relativement sains, potentiellement, avec en premier des aliments riches en protéines. Il nous parle de whey protein,
chicken breast, donc des filets de poulet, des ailes de poulet, du bœuf maigre, des œufs blancs, du blanc d'œuf, du fish, donc du poisson, du saumon, du thon. En termes de fat, de lipides, donc les lipides qu'il conseille, qu'on reconseille tous, de l'huile d'olive, des nuts, c'est comment on dit nuts, des noisettes, de l'avocat, du chocolat noir, du peanut butter, donc du beurre de cacahuète. Dans les vegetables, dans les... du franglais, c'est horrible. Mais bon, vous comprendrez. Dans les légumes, donc tous les légumes verts, les carottes, les brocolis, les choux-fleurs, les greens peas, donc les t'as compris. Les pois verts, je sais pas comment on dit. Les haricots verts, bref. Ensuite, il nous parle aussi des potatoes, donc des patates, de l'avoine, des haricots, du riz, du popcorn, du pain, des wraps potentiellement. Oui, vous pouvez manger du pain, des wraps. Si vous n'êtes pas en mode régime, vous pouvez. Du lait, des produits laitiers potentiellement pour certaines personnes. Encore une fois, arrêtez de vous dire oui, il faut bannir les produits laitiers. Ça, vraiment... moi, je sais que je suis aucune personne qui interdit un groupe d'aliments. Et je vous invite vraiment à faire pareil. À partir du moment où on vous dit arrête un groupe d'aliments, tu pourras pas tenir cette diète à l'année si t'aimes ça. Et du coup, nique. J'avais presque envie de te dire, et c'est très violent, nique ta mère. Mais nique ta mère, vraiment, je peux plus les blairer. Tous ces putains d'escrocs qui vous disent arrêtez tel ou tel aliment pour vendre leurs recettes. Je l'ai déjà dit plein de fois, je sais que je suis vulgaire. Mais vraiment, plus ça va, moins j'ai de patience pour ces gens-là. Donc désolé si mon discours peut être un peu rude. Mais vraiment, pour 90% des gens, ça ne sert à rien d'arrêter un type d'aliment. Il y a 10% des gens pour qui, en termes de santé, ok, oui, bien sûr, parce que pour digestion, parce que machin, ok, je suis pas expert là-dedans. Mais globalement, faut arrêter. Dans le monde actuel, mangeons ce qu'on veut, faut arrêter de se prendre la tête. Encore une fois, on n'a qu'une vie, c'est vrai que c'est chiant de dire ça, mais c'est vrai. Est-ce que tu veux arrêter de manger du fromage toute ta vie parce que le docteur mongol qui t'a dit que le fromage, ça allait te donner X type de maladie, c'est bon. Tu vois, à un moment... soufflons, vraiment, je vous dis soufflez, vous pourrez atteindre des résultats, avoir un physique qui vous plaît, être en bonne santé de façon générale en mangeant globalement ce que vous voulez, si vous contrôlez votre apport calorique et si vous comprenez quand même quelques petites choses. Voilà, point. Le reste, calmos les gars, c'est bon. C'est bon, ils sont trop tendus, je te jure. Et du coup, ça me tend aussi, mais bon, bref. Donc, dans le milk, cheese, milk, Greek fromage blanc, voilà, dans les fruits, strawberries, banana, blueberries, apple, orange. Je pourrais traduire, donc voilà, débrouillez avec ça. Et en gros, il nous dit, voilà, tu choisis, et c'est bien, ils ont fait un petit tableau, tu choisis 20 aliments parmi ce que est cité là. Moi, je sais que c'est quasiment ma diète, globalement, là, ce qu'il dit là, c'est ce que je mange tout le temps. Et c'est ce que tous les gens fit que je connais mangent. Il n'y a pas de secret, vraiment, on mange de tout. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je connais... Enfin, encore une fois, c'est peut-être mon entourage, mais je connais personne qui a arrêté un type d'aliment particulier et qui tient l'année. J'en connais pas. Alors sur les réseaux, il y en a plein. Moi, je vois bien sur les réseaux, ils ont des diètes de l'espace, ils vous vendent tel ou tel truc. Voilà, moi je vous dis, je vous ai dit tout à l'heure, je bois de l'alcool des fois, parfois pas du tout, parfois oui. Et puis voilà, mais je pense qu'il faut arrêter. Bref, on continue. Two more foods left to get those 20 foods. Choose your two favorite YOLO foods, your two favorite desserts or whatever. En gros, voilà, il nous dit choisissez 18 aliments parmi ce qu'on a cité tout à l'heure et vous gardez 2 aliments que vous aimez particulièrement. Et en gros, par exemple, un verre de vin et des cookies et hop, on arrive à 20 aliments et tu tournes avec ces 20 aliments tout simplement. Et avec ces 20 aliments, t'es bon. Une fois que t'as calculé tes calories, tu gardes ces 20 aliments. But now, what about protein intake? How important would you say protein intake is for losing belly fat, just losing fat in general? Protein intake, adequate protein is crucial. Among the macronutrients, it helps you preserve muscle mass. It's the most potent thereof because muscle mass is protein. And this is sort of a side thing that's a little bit trivial, but protein has the highest energetic cost of processing. En gros, là, ils nous parlent des protéines, ils nous disent que c'est effectivement très important pour regarder sa masse musculaire, mais c'est aussi le macronutriment qui, potentiellement, lors de la digestion, va dépenser le plus de calories. Alors, c'est assez limité en réalité, mais quand on parle de métabolisme, etc., là, manger plus de protéines va en faire dépenser aussi un petit peu plus, sans qu'on s'en rende compte. C'est plus rassasiant et on dépense un peu plus de calories. Donc, vous avez tout à gagner à manger un peu plus de protéines.
jusqu'à un certain point, 1,5, 2 grammes par kilo de poids de corps. Au-dessus, ça n'a pas d'intérêt. Je sais que j'ai discuté avec un élève sur ça cette semaine. Ça n'aura pas d'intérêt d'après la science. Mais voilà, c'est important. Et ceux qui vous disent encore qu'il y a des risques, désolé, mon téléphone il tombe, sur certains trucs, sauf si vous avez des problèmes de reins, globalement ça sert à rien. Je vais décaler si vous me regardez sur YouTube, je suis désolé, mon truc c'est... Mon trépied s'est pété la gueule, du coup je vais finir le podcast là. C'est pas grave, ou alors, vous savez quoi, je vais mettre pause et je vais aller chercher mon truc. De retour. On va continuer sur cet épisode et on est parti. Within the body. And so, in theory, you take a diet that's 100% protein, then your body will spend about 30% of those calories just trying to process it. And so it's like, that's not necessarily the case with carbohydrate and fat. This helps from the standpoint of a weight and fat loss perspective. It doesn't have to be a tough thing to try to accomplish. I mean, on the low end, if you consume... Artless creators want to share your work with the world and feature. Voilà, quand tu payes pas YouTube Premium, et ben voilà, t'as de la pub, je m'en excuse. Mais en gros, il nous disait que, effectivement, encore une fois, si tu mangeais qu'une diète de protéines entièrement, ce que je vous recommande pas, mais en gros, tu aurais 30% de ton apport calorique qui serait dépensé pour la digestion. En gros, il nous dit, voilà, prenez 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est largement suffisant. Là, il demande, le gars qui fait la vidéo, est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent la graisse viscérale? Est-ce qu'il y a des aliments qui vont favoriser cette perte de graisse viscérale? On va voir la réponse, justement. Great question. And researchers have been fighting over the answer to this question for a really long time. Okay, so the overarching answer that covers a lot of things is that if you're losing fat, or if you're getting lean, there's really no concern about visceral fat. Because if you're losing overall fat, then visceral fat is diminishing as well. En gros, si de toute façon tu perds du gras de manière générale, tu vas perdre du gras viscéral. Déjà, c'est la première chose à cibler. Quelqu'un qui est lean, donc qui est fit, qui est assez maigre, va de toute façon globalement réduire sa graisse viscérale. Donc c'est la première chose à entendre. It's not like that's going to hold steady. Principle number 2 is that visceral fat is mainly a concern for people who are gaining fat. And there's actually a study by Rosquist and colleagues where they compared what types of dietary fat most influence visceral fat. They compared a polyunsaturated fat source with a saturated fat source. It was a hypercaloric experiment where the subjects were eating more calories, and the saturated fat-rich diet, that resulted in greater visceral fat accumulation than the polyunsaturated fat-rich diet. Alright, so you've got your nutrition plan, but now let's talk about exercise. As Lee mentioned earlier, En gros, ils ont fait des études scientifiques aussi avec deux types de diètes. Une diète avec des saturated fat et une diète avec des polyunsaturated fat, des gras saturés et insaturés. Et en gros, c'est vrai que avec le gras saturé, donc l'huile de palme, etc., le beurre, le bacon, les saucisses, globalement, ils avaient plus de graisse viscérale que les gens qui prenaient par exemple du fatty fish, donc du poisson gras, du saumon, des nuts, donc des noisettes, etc., ou de l'huile potentiellement. Donc le gras polyinsaturé potentiellement c'est ok. En tout cas ça aura moins d'impact sur ta graisse viscérale et de toute façon il en faut aussi un peu. Par contre le gras saturé c'est catastrophe concrètement. Alright, so you've got your nutrition plan, but now let's talk about exercise. As Lee mentioned earlier, exercise can burn off that dangerous visceral fat even if you don't lose any weight. But the right type of exercise can also help you avoid regaining belly fat as soon as your diet is over. To explain this is Eric Trexler, pro-natural bodybuilder and published scientist with a PhD in human movement science. So, usually when people are trying to lose belly fat, Là, on va parler du coup de l'entraînement. Il nous dit que l'entraînement c'est quand même important et on va voir ensemble parce qu'il a interviewé un gars. Quel type d'entraînement ou d'exercice est bien? So I'd say it's really important. There are some major benefits of resistance training if you're trying to lose belly fat and really just trying to lose fat in general. So first of all, if you're lifting during this fat loss phase, there's a very high likelihood that you are going to reduce the amount of muscle loss that occurs during that weight loss. Encore une fois, faire du renforcement durant une période de perte de gras va favoriser la perte de gras à la perte de muscle. Parce que si vous faites une perte de gras
perte de poids rapide sans faire de renforcement, vous allez potentiellement perdre aussi beaucoup de muscles. Encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. And that can be great for two reasons. So a lot of people who don't lift weights and just do fat loss, they often find that they end up looking more skinny and less shredded than they were hoping at the end. So retaining muscle can be great for maintaining definition. There's also been some really good research in the last couple years indicating that the more muscle or the more lean mass you lose during a diet, the more hunger you tend to experience later on, and the higher likelihood that you're actually going to regain some of. Il y a aussi un truc intéressant qu'il est en train de dire là, c'est que plus vous perdez de muscles, plus potentiellement, alors ce qu'il nous dit là, ça serait corrélé avec la faim, potentiellement. The fat that you lost later. Right. And then let's say somebody is, lifting weights regularly. How does cardio now fit into the picture? I mean, it definitely has a lot of benefits for your health that lifting weights doesn't necessarily provide, but how much does it help when trying to lose belly fat? The reality is you don't need cardio in order to lose fat or to lose belly fat, but cardio can be a helpful thing. Donc on n'a pas besoin de faire du cardio pour perdre du gras, même si ça peut être une chose intéressante pour dépenser des calories. So of course there will be some reduction normally in resting metabolic rate, but non-exercise activity thermogenesis is another really key thing. Ils nous disent que le NEAT, donc le non-exercise activity thermogenesis, comme la marche, peut être quelque chose de beaucoup plus intéressant potentiellement. Marcher, faire votre lessive, faire votre vaisselle, etc. C'est intéressant. Just kind of totally resting. It's usually the second biggest contributor to total daily energy expenditure for most people. And so unfortunately, when we diet, a lot of people notice their non-exercise activity thermogenesis. Et le truc, c'est que souvent, quand on a une diète trop restrictive, on se rend compte que le NEAT, justement, on a moins d'énergie et du coup, on se bouge moins sur la journée. Et pour autant, c'est généralement une des dépenses les plus importantes. La dépense du NEAT, elle est plus importante généralement que simplement l'exercice. Donc, c'est important. Genesis goes down pretty significantly. So cardio can be a really helpful thing in keeping your expenditure higher when that non-exercise activity starts to go down over. Donc si jamais, effectivement, ce qu'il dit, si vous n'êtes pas trop actif sur la journée pour plein de raisons, GDF c'est un peu ça, il travaille de 7h à 21h, j'ai un exemple, forcément t'as pas trop le temps d'aller marcher entre tout ça. Bon, à ce moment-là, effectivement, rajoute un peu de cardio dans ta séance, ça va quand même augmenter ta dépense et c'est favorable. So you're just trying to kind of keep things steady by adding some cardio to the mix. For some people, it's even just purely behavioral. We might just say, hey, use the stairs instead of the elevator and park at the back of the parking lot instead of the front. So everything that gets you moving. Tout ce qui te fait bouger plus est recommandé, donc prendre l'escalier à place de l'ascenseur et des choses comme ça. There's an often overlooked variable that can still prevent you from losing belly fat. To explain this study is exercise science professor and body composition researcher Bill Campbell. But this new study was very unique in that it was the first ever investigation to assess a lack of sleep and how it affects where body fat is. Voilà, on va parler du sommeil, on va le voir, le manque de sommeil, ça joue aussi sur la graisse viscérale. About 7.5 hours per night. They had these subjects live in a research sleep lab and then place them into two different sleep conditions. Donc il nous parle d'une étude scientifique avec des gens qui dorment 7h30 et d'autres qui vont dormir 4 heures par nuit et on va voir les résultats. 9 heures, pardon. 9 heures ou 4 heures. Et ils avaient le choix dans l'étude de manger tout ce qu'ils voulaient pendant 2 semaines. Et voici ce qui s'est passé. Les calories consommées par les gens qui dormaient pas beaucoup ont été de 300 calories en plus que les gens qui dormaient plus normalement, on va dire. Et du coup, ils ont pris un LBS, donc 1 pound en plus. 8% de graisse viscérale en plus et 4% pour ceux qui dormaient normalement. En fait, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais le manque de sommeil va jouer sur votre faim. Et quand vous êtes dans des diètes, entre guillemets, où vous ne contrôlez pas vos calories, vous ne savez pas ce que vous faites, donc si vous ne dormez pas, vous allez vraiment avoir la dalle et vous n'allez pas du tout contrôler, pas savoir où vous en êtes. Et donc ça mène à de la prise de gras, clair. That's associated with a lot of adverse health outcomes. The sleep restricted condition caused an increase in 11% of this visceral body fat. In the normal sleep condition, they didn't gain any. Now again, we would expect they ate more calories, they gained a little bit more body weight, so we would expect a little bit of a gain in body fat, but not nearly to the extent that we saw as it was localized to the belly region, to the abdominal region. So this study suggests that there may be a link to sleep restriction. Donc l'étude nous dit qu'il y a effectivement un lien sans doute entre le manque de sommeil et la prise de gras, et notamment au niveau du ventre. Donc voilà, il nous dit qu'il faut prioriser le sommeil
Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc sous-estimé, je pense, vraiment. Hein. Donc je vous le dis. What about if I'm still in a calorie deficit? Does sleep still matter as much? And that's a valid question. And a 2010 study actually tested this. Researchers put two groups of subjects on a weight loss diet with the same amount of calories. The only difference was one group slept 8.5 hours per night, while the other group slept only 5.5 hours per night. The result? Both groups lost. Là, on va faire la même chose avec une autre étude, en gros avec deux groupes qui sont en déficit calorique. Un groupe qui dort 8,5 heures, enfin 8h30, et un groupe qui dort 5h30. Les deux sont en déficit calorique et on va voir combien de poids ils vont perdre. Similar amount of total weight. Both groups also did lose some muscle because they weren't lifting weights. C'est des groupes qui ne faisaient pas de renforcement, donc ils ont perdu un peu de muscle. Ils ont perdu à peu près le même nombre de poids. Il y a un groupe qui a perdu plus de muscles que l'autre. Ok. Ok. En gros, les deux groupes ont perdu du muscle, ça je l'ai déjà dit. C'est juste pour être sûr de bien comprendre. Mais en termes de fat loss, effectivement aussi, ça a été plus intéressant. Donc en gros, ouais. Bon, en gros, ça résume ça, c'est que le manque de sommeil va clairement vous empêcher de perdre du gras. Dernière interview, Lauryn Collin, IFBB Bikini Pro coach. On va voir ce qu'elle nous dit. All right, let's go through what commonly happens. So a client is going to obsess over losing belly fat. Even if they've seen some changes on the scale or seen improvements in other areas of their body, since there hasn't been much change in their belly fat, they're going to feel like what they're doing isn't working or it's not happening fast enough. Some clients are just going to give up right then, while others are going to slash their calories or increase their cardio. This increase in their deficit is typically unsustainable though. La plupart des gens veulent aller très vite, en gros, et du coup, ils vont pas avoir de résultats tout de suite. C'est vrai, au niveau du ventre, ça prend du temps. Et du coup, vont augmenter leur cardio ou bien réduire leur diète à 2 carottes. Quoi. Et donc, ils vont fall off du plan. Et gros, ils vont tomber ils vont arrêter ce qu'ils ont mis en place concrètement parce que ça va pas assez vite. Et du coup, et c'est vrai que ça, c'est un truc que je vois très souvent, c'est qu'on fait quelque chose, on dit j'ai pas de résultat, du coup j'arrête. Et en fait, il y a aucune longévité, aucune régularité dans tout ce qu'on met en place. On your abs and core area that you will probably need to get leaner than you'd think to lose belly fat. For many people, the belly is the last area where you're going to see fat come off. Et souvent, le belly fat, donc le gras du ventre, c'est la dernière zone dans laquelle on va déstocker. Donc, ça prend du temps. But in the meantime, you can pay attention and be proud of the progress you've made in other areas. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça dans la vie. On peut aussi avoir des progrès autres que sur le gras du ventre. Et donc, il faut aussi se satisfaire de ça dans un premier temps, je pense. Et c'est ce qu'elle nous dit. Moi, je le vois souvent, là, elle nous dit le face, shoulder, donc le visage, les épaules. Moi, je le vois souvent avec des élèves. Le visage, c'est là où souvent ça se voit le plus. Et c'est quand même intéressant. Le visage, c'est quand même ce qu'on voit le plus. C'est quand même notre image. Donc, potentiellement, alors je sais que des fois, on s'en fiche un peu, mais pour autant, c'est intéressant. And trust that if you remain patient, that eventually you'll start to see more and more progress in these problematic and stubborn areas. Second, take multiple measures of progress. You can use scale weight and measurement. Là, il nous dit qu'il faut prendre plusieurs types de mesures. On peut prendre effectivement la balance, on peut prendre des mesures avec un mètre ruban, potentiellement pour voir ses progrès, comment les vêtements nous vont, comment vous vous sentez. Je pense qu'il y a des photos aussi, ça peut être intéressant pour mesurer ces changements. Il faut être patient, effectivement, et ne pas s'arrêter juste avant, justement, d'avoir les vrais résultats qu'on va avoir. Don't give up. Voilà, donc en gros, ça prend du temps. Il n'y a rien de secret, je pense qu'il y a plein de choses, vous le saviez. Ne pas sous-estimer le sommeil, je pense que c'est un truc quand même qu'on sous-estime quand même pas mal. Stress, sommeil, on veut perdre du gras, on est ultra stressé, on dort mal. Bah, c'est compliqué. Comment faire ? Bah, essayer de régler nos soucis déjà avant. Je pense que ça sera déjà la première chose avant de se dire ouais, il faut que je fasse une tonne de cardio parce que ça compensera pas le manque de sommeil. Donc, priorité sommeil avant tout. Plus facile à dire qu'à faire, mais bon, c'est comme ça et je peux pas changer les choses, donc voilà. Pensez à ça, ultra important.
On va arriver à la fin de cette revue de vidéo, cette fois-ci, revue de vidéo. Donc je sais pas trop comment ça va donner, je vais faire un petit montage quand même sur le podcast, peut-être pas que ça fasse trop bizarre. Mais bref, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses, des petits rappels, hein, comme d'habitude, le gras du ventre, cette zone. On voudrait tous avoir un ventre ultra plat, etc. hein, mais qui autour de vous a un ventre plat, ultra plat? Moi, j'en connais quasiment pas, je crois que j'en connais pas. Désolé, mais il y en a pas beaucoup. C'est très compliqué, même des coachs, c'est très compliqué, vraiment. Des fois aussi, il y a une question d'être réaliste avec ses objectifs. Si vous avez plus de 40 ans, que vous voulez des tablettes de chocolat, vous pouvez, hein, je dis pas que c'est pas possible, mais ça dépend de votre historique aussi. Si vous avez été pendant 25 ans en surpoids, vous allez forcément avoir des difficultés. C'est assez difficile, mais il y a aussi une phase d'acceptation de soi, je pense que c'est important. Moi, personnellement, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'un physique, c'est complet, et le fait d'avoir, pour un homme, des épaules plus larges, des bras plus imposants, des pecs, un dos un peu plus en V, et ben en fait, ça va clairement compenser la taille, même si moi, j'ai pas une taille ultra fine, vu que j'ai un haut du corps un peu plus large maintenant, ben en fait, visuellement, j'ai l'impression d'être plus, je donne l'impression d'être plus maigre ou plus lean qu'avant. Ce qui n'est pas forcément le cas en réalité, que avant, en fait, j'avais mon ventre qui était limite plus large que mes épaules. Du coup, forcément, c'est moins esthétique. Le corps est une question d'esthétique. Donc vraiment, je vous invite à faire du renforcement. Et en faisant du renforcement sur le haut du corps, vous allez avoir l'impression de perdre du gras du ventre. Ou en tout cas d'avoir une taille plus fine. C'est quand même assez particulier, mais c'est la réalité. Et c'est pareil pour les femmes. Voilà. Bon, je ne veux pas faire de jugement sur ça, mais personnellement, une femme qui travaille ses épaules, etc., c'est pas inesthétique. Pour la plupart des hommes, je pense que c'est quelque chose qui ne nous déplaît pas. On ne parle pas d'avoir des épaules extra larges, etc. De toute façon, c'est pas en soulevant 10 kilos par jour pendant 3 fois la semaine que vous allez avoir des épaules ultra larges. Je vous rassure, ça demanderait plus d'efforts et de temps. Mais voilà, ne vous dites pas, je suis une femme, je ne veux pas travailler le haut du corps. Je pense que ce serait une erreur, pour plein de raisons. Mais et voilà, pareil, on va parler de gras du ventre. Mais sur n'importe quelle zone, il ne faut pas s'acharner. Le corps est un ensemble, prenons notre temps, prenons du recul, et ça va bien se passer si on optimise ce qu'on a vu aujourd'hui dans cet épisode, tout simplement. Je vais vous laisser avec l'interview d'Alexandra qui a perdu 8 kilos en 60 jours, donc un très très bon début de programme, bravo encore à elle. Vraiment top, je vous laisse avec sa petite interview, et puis moi je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine, si tout se passe bien. Je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab. Et on se dit à très vite. Ciao, bye. Ouais, alors Alexandra, donc j'ai 37 ans, je travaille dans le domaine de la formation, donc essentiellement depuis chez moi, métier super sédentaire qui a contribué justement à la prise de poids, forcément. Mais je peux pas mettre tout là-dessus. Moi, si je reviens en arrière, je peux toujours dire que je me considérais comme ayant des problèmes de poids toute ma vie avec tu perds 5 kilos, t'en reprends 10, t'en repères 10, t'en reprends 15 et puis du coup t'arrives à un poids énorme. Moi, j'ai eu le déclic quand j'ai passé la barre des 102 kilos il y a 1 an et demi. Donc, je me suis quand même bien laissé aller en montant progressivement. On le voit pas venir. Euh, il y a 1 an et demi, c'est là où j'ai commencé à te suivre en fait sur Insta. Donc, j'ai pas passé le cap tout de suite. J'ai réintégré la marche que tu recommandais, activité sous-côté justement, et en changeant rien du tout à l'alimentation, juste en intégrant ça, j'ai réussi à reperdre 8 kilos. Juste vraiment sur la base de marcher 3/4 d'heure par jour, 1 heure. Donc, top. Mais après, ça fait pas tout et j'arrivais plus à perdre. Donc, je me suis dit qu'il y avait aussi quelque chose que je maîtrisais pas d'un point de vue de l'alimentation. Malgré le fait d'avoir vu des diététiciennes, etc., et d'avoir eu des régimes hyper contraignants, peu caloriques. Alors, forcément, on perd, mais on reprend derrière parce que la base est pas là, en fait. Et donc, j'ai profité du challenge que tu avais lancé au mois de janvier, donc après les fêtes. Et puis j'ai bien aimé la méthode, mais c'était fidèle à tout ce que j'ai pu suivre en fait sur ton compte, simplicité, et puis on se prend pas la tête et surtout on s'adapte sur le style de vie que vous avez, puisque je voulais pas me mettre dans un truc de sportive, je me considère pas non plus comme sportive, mais pour autant les exercices ça se passe plutôt bien et limite maintenant je suis contente de faire mes séances, donc c'est plutôt cool. Et donc quand je suis arrivée dans le programme, j'étais vraiment dans cet état d'esprit de trouver un mode de fonctionnement qui pouvait coller à mon style de vie, parce que je vais pas me changer du tout au tout. L'idée, c'est que ça soit durable dans le temps. Comprendre aussi l'alimentation, parce que j'en suis venue à me dire qu'il y a des choses que je maîtrisais pas. Et ça, c'est aussi quelque chose que je veux dire, c'est avant d'entrer dans le programme, il y a des choses qu'on ne sait pas, par définition, on ne sait pas qu'on ne sait pas, justement. Et c'est ces choses-là qui vont manquer dans les résultats à long terme, vraiment, parce qu'on part sur du long terme.
Je suis rentrée avec un objectif de reperdre 20 kilos à la fin de l'année. Effectivement, j'en suis à -8, je suis contente, mais je dirais que l'objectif, il est plus loin maintenant et que c'est plutôt de continuer ça dans la durée et vraiment d'ancrer les habitudes qu'on a mis en place là depuis 1 mois et demi pour que ça devienne un nouveau style de vie. Et c'est là-dessus que je pars. Et après, les kilos, c'est du bonus, mais je me suis un peu détachée aussi de la balance là-dessus, je dois l'avouer. Hmm. Top. Top, bah ouais, effectivement. Alors, bon, effectivement, je sais que les gens se basent beaucoup sur les chiffres au démarrage. Moins 8 kilos en mois et demi, c'est extrêmement bien. Mais en fait, on va le voir demain aussi, hein, pour celles qui se demanderaient qu'est-ce qu'on a mis en place. Est-ce qu'elle a mangé des pilules bizarres et tout? Non, je crois pas. Mais surtout, on verra demain, effectivement, tu as parlé de la marche, hein, je vous spoil un peu, mais demain, on va en parler. C'est extrêmement sous-coté, comme je le dis tout le temps. Et on le verra. Les entraînements aussi, on les a adaptés. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme entraînement? Toi qui à la base, du coup, tu te considères pas comme quelqu'un de sportif, tu es en train de le devenir. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme entraînement? Tu t'entraînes beaucoup à la salle, à la maison? Comment ça se passe? Non, non, la salle, je l'ai fait et franchement, j'aime pas. Bah, déjà, rien que le fait d'aller à la salle, ça m'intéresse pas. J'habite loin. En plus, je suis pas forcément en ville. Euh, Certains diront que ce sont des excuses, mais moi, c'est vraiment le schéma de la salle que j'aime pas. Donc, je m'entraîne à domicile, avec un tapis et un élastique. Ça a été mon investissement. Et franchement, c'est pas très cher. Donc, ça va. Et puis, en fait, je suis le déroulé des exercices que tu m'as programmé 3 fois par semaine, plus une petite séance bonus si on veut. Mais moi, j'avoue que le week-end, c'est plus du cardio avec du vélo. C'est mon moment plaisir. Donc, je fais plutôt cette séance-là le week-end. Et sinon, je fais mes 3 séances d'une demi-heure qui passent honnêtement très, très vite la semaine. Je les fais plutôt le matin, moi, pour le coup, comme je suis quelqu'un de matinal. D'accord. Est-ce que est-ce que c'est très difficile? Est-ce que tu as été dans la... Enfin, forcément, c'est challengeant, les séances. Si aujourd'hui, tu me dirais, Ouais. c'est très facile, je te dirais, bon, bah, faut qu'on change de programme. Mais est-ce que tu t'es senti vraiment en difficulté, comme peut-être avec d'autres trucs que tu aurais pu tester avant? Non. Il y a enfin, sur toute la série d'exercices que tu m'as mis et on alterne, il y a peut-être 2 exercices sur lesquels ça a été un peu plus, on va dire, challengeant. Je te l'ai dit, on a adapté le rythme, la durée, on peut prendre un peu plus de pause entre les séances. Donc ça se fait et au final, je crois qu'au bout de 2 semaines, je voyais déjà le progrès en fait dans l'exécution de l'exercice. L'appli, elle est top. Enfin, c'est très intuitif. Non, je peux pas dire que j'ai été en difficulté là-dessus. Ok. Par rapport à ton alimentation, alors on va aussi en parler encore une fois demain, hein, donc restez bien connectés. Euh, Comment tu pensais, alors tu l'as déjà un petit peu dit, mais bon, forcément, une personne qui nous écoute aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'elle pense encore que pour perdre du poids, il faut réduire ses calories au maximum, il faut manger que des légumes. On est tous passés par là. Je pense que naturellement, on est tous passés par là. Quel a été, qu'est-ce qui a été vrai pour toi? Est-ce que tu as mangé que des légumes ou des soupes ou des salades ou des trucs sans goût? Ou est-ce que tu as continué à te faire plaisir? Comment ça s'est passé l'alimentation sur ton mois et demi d'accompagnement là? En fait, si je dois résumer l'accompagnement, j'ai jamais autant mangé que depuis que je suis le programme en fait. Et alors autant manger, j'entends en quantité par rapport à l'assiette et ce que j'y mets dedans. Forcément, qu'on mange pas des burgers tous les jours. Je pense que là, je spoile rien. Hein, Non, c'est vrai. c'est logique. Mais en termes de quantité, d'apport et de ce que je comprends de l'alimentation, ce que ça va m'apporter, comment mon corps va réagir, le sentiment de satiété et tout, je mange extrêmement bien. Enfin, ça se voit au niveau des assiettes. Je me fais plaisir. Je suis quelqu'un de sociable, donc je vois mes amis aussi le soir et les week-ends, et ça m'empêche pas de profiter et de prendre mon apéro avec mes amis, etc. Tout ça, en fait, se gère dans la semaine. Et ça, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est que tout se joue pas sur un repas, tout se joue pas sur une journée. En gros, c'est la semaine où on prépare, on anticipe un peu. Alors ça demande d'anticiper un peu, de préparer ses repas, etc. Mais je veux dire, moi, je cuisine aujourd'hui en journée, la semaine, en 10 minutes, un quart d'heure à tout plier. Et j'ai des repas qui sont bons, qui sont top. J'aime bien décorer. J'ai ma petite déco dans le groupe, c'est sympa. On s'envoie nos trucs et tout parce qu'on est des filles. Mais voilà, ça rend le truc vraiment sympa. Et puis, enfin, ça, c'est pareil. Je pense qu'on ne sait pas à quel point ce qu'on met dans l'assiette, c'est important en termes d'énergie, en termes de satiété et souvent on s'affame, alors forcément on tient pas dans la durée. Alors que vous pouvez manger des pâtes, vous pouvez manger du riz, de la semoule. Moi, j'en ai jamais autant mangé que depuis que je suis dans le programme et j'ai pas ces sentiments de faim qui arrivent en fin de journée où du coup tu vas aller taper dans les gâteaux, dans tout ça parce que tu as faim. Donc tu vas aller sur du sucre. Ouais, complètement.
Bon, on va rentrer dans le détail demain sur cette stratégie Ouais. qu'on a mis en place, mais effectivement, c'est important de le dire et parce que moi je vais le dire, je vais le répéter pendant 3 jours, mais j'aime bien quand il y a des soutiens, des soutiens d'autres personnes qui le disent et qui l'ont testé et approuvé. Parce que c'est toujours facile d'écouter un coach. On pourrait se dire qu'il est en forme, que pour lui c'est facile, qu'il connaît pas notre quotidien parce que nous on est différentes. Mais du coup, le fait que toi tu puisses témoigner des changements que tu as mis en place, c'est hyper important et encore je te remercie pour ça. Euh, Alexandra, j'avais encore une ou deux petites questions à te poser. Ouais, Ouais. par rapport à la communauté rapidement qu'on a créée dans le programme, tu as parlé un petit peu des recettes. C'est vrai que vous, les filles, dans le groupe, vous êtes très actives. Tu fais partie des personnes qui sont les plus actives dans le groupe. Euh, Qu'est-ce que ça peut apporter selon toi le fait d'avoir une communauté et potentiellement aussi des coachs derrière toi? Qu'est-ce que ça peut changer que quand tu es toute seule? Ah bah c'est engageant, surtout sur la marche. Alors on se challenge beaucoup. Après chacun fait ce qu'il peut. Encore une fois, c'est fait Mm. dans le bon mood, on va dire. Mais c'est vrai que quand tu vois que les filles elles envoient leurs trucs en milieu d'après-midi, elles sont déjà à 5, 6, 7 000 pas. Toi, t'as pas forcément bien géré ta journée. Pop, tu t'arrêtes 5 minutes en fonction du travail que t'as. Tu vas marcher un peu, tu fais gaffe. Ça te remet en fait dans le fait de faire attention à, puis bon, on aime bien aussi se challenger un petit peu. Il y a une bonne ambiance. En termes de recettes, ça donne des idées. Moi, je sais que Jasmine, qui va intervenir dimanche, elle a envoyé plein de trucs que j'ai fait après dans la foulée, et ça permet de varier, de changer, et puis de manger sans forcément avoir un gros apport calorique, mais de manger plein de trucs. Et puis après, si on a des questions, c'est vrai que les coachs, enfin, il y en a deux pour le coup, mais tout le monde est très réactif et on n'est jamais sans réponse. Donc c'est top. En fait, ça crée l'environnement qu'on n'a pas forcément à titre personnel. Moi, je sais que dans mon entourage, il n'y a pas forcément de personnes engagées dans un programme sportif ou en perte de poids. Donc, je me suis créé cet environnement virtuel-là, mais à la limite, on échange quasiment tous les jours, même plus qu'avec certains amis. Et en fait, on s'est créé une bulle dans laquelle on se challenge et on se motive. Et quand c'est plus difficile, on se le dit aussi. Il y a des messages comme ça qui passent où tu vois que des fois, les journées sont pas parfaites. Bah, ça permet aussi de débriefer là-dessus et de se dire, bah, OK, aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ça sera mieux, et puis on avance, quoi. Carrément. Carrément, on en reparlera aussi demain, mais une perte de poids, c'est fait d'étapes, c'est fait d'épreuves, je dirais plutôt. C'est jamais toujours facile. Des fois, on voit les témoignages de ceux qui réussissent, mais aussi des témoignages de personnes qui progressent à leur rythme, hein. Évidemment, c'est pour ça que je vous dis, ne vous comparez surtout pas aux autres quand vous voulez vous transformer. Mais ça, c'est top. Donc, 1 mois et demi d'accompagnement, moins 8 kilos, plus on l'a vu, surtout des changements dans les habitudes, etc. Comment tu te sens aujourd'hui, vendredi 1er mars, par rapport à avant? Plus légère, mais pas par rapport au poids. Euh, à contrario, effectivement, c'est sympa. En plus, moi, comme j'ai bien fait yo-yo, j'ai de quoi faire, tu sais, du 46 au 38. Donc, j'ai pas à racheter forcément, à part les trucs démodés, mais sinon, je vais pouvoir ressortir mes jeans au fil de l'eau. Donc, ça, c'est cool. Mais non, plus légère dans le sens où je saurais pas comment le verbaliser, mais tu as l'impression que tu as compris un truc que tu n'avais pas compris avant et que du coup, tu démarres pas une nouvelle vie, mais un nouveau style de vie qui va être beaucoup plus simple à tenir dans la durée. Et en fait, du coup, ça te retire un gros poids. Mais ça, je l'ai senti, je crois, dès la deuxième semaine, où je me suis dit, OK, donc, c'est possible, parce que tu as aussi la barrière de dire, tu as passé les 30 ans, et tu as la croyance de dire, c'est plus difficile de perdre du poids après 30 ans, ce qui est faux. Parce que moi, le poids que j'ai là, je l'avais pas atteint depuis, je crois, 3 ou 4 ans. Et l'objectif que je m'étais mis, il était sur la fin d'année. Et là, on en est quasiment à la moitié. Donc, c'est pour dire les barrières qu'on a. Et ça permet de casser certaines choses. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, l'appel bilan que j'ai fait donc avec toi pour le coup, ça a été déjà le premier élément déclencheur parce que tu poses des questions qu'on ne se pose pas et qu'on ne conscientise pas. Et rien que cet appel-là, en fait, moi, je recommande à tout le monde de le prendre parce que même si vous n'allez pas plus loin, il y a des choses que vous allez prendre et que vous allez garder, en fait, et ça va vous faire le petit déclic pour la suite. Donc après, vous faites pas. Mais rien que ça, déjà, tu repars avec beaucoup plus d'infos sur toi et sur ta façon de voir les choses.